Et donc nous allons à présent écouter Lio, qui est donc chanteuse et comédienne française, engagée, qui nous fait l'honneur d'être là pour Pinar Selek, qui va nous lire des extraits de son dernier ouvrage, donc elle a réussi à écrire cet été, et qui est accompagnée de Pinar Selek sur scène immédiatement. Mesdames. Je suis là en tant que sœur de combat, victoire, pas de combat en fait, de lutte. De lutte, je préfère ce mot. Moi aussi. Et de résistance. Et de création. Et de création. Et c'est parce que je veux, comme nous tous ici, que tu restes vivante. Pas seulement en vie, mais vivante. Et que ta lumière, ton intelligence et ton travail continuent, parce que nous en avons tous besoin. Voilà, merci. Je suis honorée que tu m'aies demandé de venir. Moi, je suis honorée aussi. C'était en 2007. J'avais mené ma dernière enquête en Turquie, mais je ne savais pas encore que juste après la publication de ces résultats, 2 ans plus tard, je devrais prendre le chemin de l'exil. Cette étude sur le rôle du service militaire dans la structuration de la violence masculine avait en effet fortement agacé l'appareil politico-militaire turc. J'étais déjà la cible de celui-ci depuis ma recherche sur le mouvement kurde en 1998. 9 ans auparavant, j'avais refusé de révéler aux autorités turques les noms de mes enquêtés. Je n'avais pas été seulement torturée et emprisonnée durant 2 ans et demi, mais j'avais aussi commencé à subir l'acharnement judiciaire qui s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai été libérée de prison, j'ai continué à questionner les mécanismes de violence structurelle qui façonnent l'ordre social et politique de la Turquie. C'est au cours de cette période que j'ai connu Hrant Dink, c'est ça? Hrant Dink, journaliste arménien, fondateur d'Agos, le Sillon, premier journal bilingue du pays édité en turc et en arménien, qui avait ouvert la voie à partir de 1996 à la contestation légale en faveur de la cause arménienne en Turquie, creusant ainsi son chemin et l'ouvrant aux autres. Mais l'ombre géante de l'appareil étatique barrait les routes. La presse diffusait des photos d'Hrant en affirmant qu'il était un traître à la nation turque. Le stigmate de l'arménien, le traître, créé pour rationaliser le génocide de 1915, était toujours vivant. Soit tu aimes ce pays, soit tu le quittes. C'est ce qu'ont hurlé durant des mois les nationalistes devant le bureau d'Agos. Jusqu'au jour, le 19 janvier 2007, mon ami est abattu de 3 balles dans la tête. Horrifié, j'ai fixé le visage d'un homme sur mon écran télé. Il était fier et menaçant, poitrine gonflée, doigts accusatoires pointés devant lui. Il criait « Sois raisonnable et ne perds pas ta vie. Sois raisonnable. » Que pouvais-je faire de tout cela? Durant les funérailles, s'adressant à une foule de centaines de milliers de personnes, parmi lesquelles je me trouvais, Raquel Dink, la compagne d'Hrant, m'avait répondu sans le savoir. Rien ne se fera, mes amis, sans sonder les ténèbres qui font d'un bébé un assassin. C'était plus que clair. J'avais ainsi posé la première question d'une recherche sur cette problématique. Quels mécanismes sociaux et politiques transforment un enfant en un sujet de violence? Bien que ce processus multidimensionnel nécessitât de multiples recherches, je pouvais en éclairer une dimension, les mécanismes de la menace. Sois raisonnable et ne perds pas ta vie.
pouvait être saisie à travers les articulations entre militarisme, nationalisme et domination masculine. En effet, les causes économiques et politiques des guerres ne suffisent pas à comprendre ce qui les rend possibles et comment elles parviennent à mobiliser les populations. En Turquie notamment, le service militaire, cette institution homosociale en jouant sur les rapports de force, la violence, la concurrence et la compétition entre les hommes militarisés, occupe en effet une place centrale dans la reproduction structurelle du pouvoir masculin et la violence politique. Mon but n'était pas seulement d'en expliquer les mécanismes et les causalités, mais aussi de répondre à la question « Comment est-ce possible ?» Pourtant, il était interdit, et il est toujours interdit en Turquie, de développer une réflexion sur ce sujet. Le service militaire n'avait jamais fait l'objet auparavant d'une étude sociologique. Je l'ai faite en réalisant des entretiens sous la forme d'une étude d'histoire orale avec les 79 hommes de profession, d'âge, de milieux sociaux, de régions, de tendances politiques diverses et d'expériences particulières. À la lecture des textes, je me suis rendu compte que chaque histoire était singulière, tout en s'ouvrant sur un paysage connu. Ces hommes simples s'appropriaient le discours dominant afin de décrire leur propre histoire. C'est à travers ce discours-là qu'ils devenaient des sujets masculins, en sélectionnant ce dont il faut se souvenir et ce qu'il faut oublier. En avril 2009, 4 mois après la publication du livre, j'ai dû fuir le pays, menacé d'une peine de prison à perpétuité dans le cadre d'un procès kafkaïen. Le débat a continué sans moi, l'ouvrage, Existence autonome, s'est détaché de l'écrivaine et a coulé comme une rivière vive. 15 ans après, alors, pourquoi un autre livre? Aujourd'hui, je veux aller plus loin dans l'analyse, en élargissant ma problématique initiale qui était limitée au rôle du service militaire en Turquie dans la reproduction de la violence masculine. Pour ce faire, j'ai réfléchi à petit feu. J'ai dialogué longtemps avec cette chorale d'enquêtés, mais aussi avec Hannah Arendt, Simone Veil, Michel Foucault, Gilles Deleuze, et avec les nouvelles réflexions féministes. C'est grâce à cette réflexion collective que j'ai pu avancer dans des questionnements plus généraux et plus actuels sur les mécanismes d'alignement et sur la banalisation de la violence et de la hiérarchie. Est-ce que l'expérience du service militaire en Turquie fait écho à d'autres institutions parallèles dans d'autres contextes? Est-elle un des révélateurs des stratégies de pouvoir dans ce pays et dans le monde aujourd'hui? S'agit-il d'une transformation de nouvelles techniques d'alignement à la violence structurelle? Je continue à sonder les ténèbres et nos travaux vivent, se transforment pour montrer que nous sommes vivantes. Raison dangereuse, soit raisonnable, c'est beaucoup plus loin. Cette menace de l'un des assassins présumés Hrant Dink vis-à-vis des intellectuels les apparaît plus lisibles à travers notre grille de lecture du service militaire dans ce pays. Les raisons d'État sont toujours militaristes. Selon elle, être raisonnable signifie la capacité de s'adapter à l'irrationnel. D'ailleurs, les enquêtés se souviennent bien de cette phrase écrite sur les murs de la caserne. La logique disparaît dans l'armée, elle attend devant la porte fermée. Derrière cette porte, c'est en s'adaptant à l'irrationnel, pour supporter l'insupportable, mais aussi pour avoir une place dans le champ du pouvoir, qu'ils s'endurcissent, intériorisent leurs devoirs, se soumettent à la raison d'État en recevant les gifles de celui-ci, ainsi que ses promesses de pouvoir. Les hommes se soumettent à la masculinité la plus dominante de leur pays,
le papa-État, comme on dit dans le langage populaire en Turquie. Cette perte de l'autonomie de jugement se conjugue avec le conformisme et le désir de pouvoir, et c'est comme ça qu'ils s'habituent à la banalisation extrême du mal et de la hiérarchie. C'est ainsi qu'en Turquie comme ailleurs, les gouvernements autoritaires se légitiment depuis le génocide des Arméniens et d'autres violences extrêmes qui ont suivi, et qu'ils conservent leur popularité. La puissance et la légitimité du réseau autour des Louris, mouvance para-étatique et paramilitaire criminelle dont le principal assassin de Randink se présente en sympathisant, n'est qu'un autre exemple. C'est une organisation d'extrême droite turque. Ses militants sont les meneurs principaux, depuis plus de 70 ans, des assassinats d'intellectuels, journalistes, syndicalistes, militants et militantes de gauche, mais aussi des massacres commis sur les Alvis, des pogroms perpétrés contre la population arménienne, grecque ou kurde, occupant des postes importants au sein des services secrets turcs. Ils œuvrent également en Europe, soupçonnés d'être les auteurs de plusieurs attaques et actions violentes contre des Kurdes, c'est des Arméniens. Leur identité machiste s'affirme et devient populaire dans les matchs de football et sur les grandes chaînes de médias. J'ai écrit ce livre alors que la popularité de cette mouvance est de plus en plus criante. Depuis quelques années, sous l'effet conjugué de multiples alliances transnationales à caractère économique et politique et de résistance populaire, le pouvoir politique s'est trouvé affaibli. Et la Turquie est entrée dans une période très particulière de son histoire, marquée par la dérégulation économique, juridique, sociale et militaire. Un des signes de cette dérégulation est le partage de pouvoir avec des Louris, avec le gouvernement d'Erdogan depuis 2016. Leur implication ouverte dans le crime organisé est révélatrice des interconnexions existantes entre la police, la mafia et le monde politique. Les organisations mafieuses étant devenues des actrices économiques informelles mais réelles, ce mouvement est devenu une formation puissante, légitimée par les urnes, qui a obtenu des positions clés dans l'administration, et notamment la police, mais aussi dans des secteurs comme les travaux publics, l'immobilier et les transports. Les hommes s'arment, les pogroms se multiplient. Une stratégie de chaos et de tension accompagnée d'une fibre nationaliste exacerbée sous les chaînes. Le gouvernement en difficulté alimente ce sombre répertoire politique. La répression des mouvements sociaux se manifeste par des emprisonnements innombrables, mais aussi par des assassinats de militants et des journalistes par des inconnus. S'ensuivent des actions violentes, comme la destruction des locaux des organisations politiques, le lynchage des joueurs de football kurdes en déplacement, avec des drapeaux islamistes et nationalistes au cri de Allah est grand, où la nation turque est grande. Ces bandes paramilitaires mobilisent facilement les hommes turcs, sunnites, armés. Dans ce contexte, être raisonnable, c'est s'adapter à la raison de l'État paramilitarisé, à la raison sexiste, nationaliste, militariste, génocidaire, arbitraire et irrationnelle, à la raison dangereuse. Si aujourd'hui, notre vieux monde se confronte à de pensées utopiques que créent des liens internationaux, transnationaux, forts entre les personnes, ce qui est nouveau est en train de se former par le bas, par la convergence de mobilisations multiformes. Il faut néanmoins réfléchir sur le mal enraciné dans l'histoire passée et présente de la civilisation humaine, aux mécanismes qui nous habituent sans trop nous indigner à une extrême violence, toujours très présente. Car ce mal enraciné n'est pas un rhume, on ne peut pas le soigner
avec un peu de miel et de citron comme ma voix.